Merci beaucoup, Édouard. Donc, merci pour l'invitation. Comme a dit Édouard, moi je travaille dans un laboratoire à Toulouse, à l'Observatoire Midi-Pyrénées, comme deux des autres conférenciers aujourd'hui, Jean-François Créteau, qui vous a déjà fait un exposé ce matin, et Stéphane Calment, qui fera un exposé, je crois, juste après moi. Alors moi, je vais vous parler de l'impact des eaux continentales sur le niveau de la mer. On va voir que la mer monte, comme c'est illustré sur cette figure, et il y a une petite contribution qui vient des eaux continentales. En fait, les eaux continentales, elles, comme on va le voir, elles influent à la fois sur la hausse moyenne globale, mais aussi, et beaucoup, sur la variabilité interannuelle, comme je vais vous l'expliquer dans un moment. Alors, sur cette figure, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'évolution du niveau moyen des mers, c'est la courbe noire, bleue et rouge, telle qu'on la mesure maintenant depuis, avec les satellites dits altimétriques depuis le début des années 90, exactement depuis janvier 93. Donc on voit que ça monte et même que ça accélère. C'est la courbe fine noire, c'est juste pour illustrer cette accélération. Et puis on voit que superposé à ça, il y a de la variabilité interannuelle et donc on va voir que ce sont les eaux continentales qui sont responsables. Alors, en fait, les causes principales de cette évolution du niveau de la mer, c'est de façon dominante la dilatation thermique de l'océan, le système climatique se réchauffe à cause des activités humaines, des gaz à effet de serre, l'émission de gaz à effet de serre. Donc l'océan se réchauffe aussi, l'eau se dilate et la mer monte. Ça, c'est une des causes. La deuxième cause, c'est les apports d'eau douce à l'océan liés à la fonte des glaces continentales, aussi une conséquence du réchauffement climatique actuel, donc les glaciers de montagne et surtout les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique. Mais il y a une autre contribution, ce qui est écrit en rouge ici en bas. Ce sont des échanges d'eau entre l'eau qui est contenue dans les réservoirs continentaux et l'océan, via les précipitations, via le ruissellement des rivières. Et ça contribue, comme on va le voir, un petit peu à la hausse et puis surtout à cette variabilité interannuelle. Alors là, c'est la même chose, mais écrit sous forme d'une équation. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à étudier le bilan, regarder si le bilan du niveau de la mer est fermé ou pas. C'est-à-dire, on cherche à vérifier si les variations au niveau de la mer qu'on observe, notamment par satellite, ça peut expliquer par la somme des contributions qu'on estime indépendamment par d'autres systèmes d'observation, donc l'expansion thermique et les variations de masse, en fait la variation de masse de l'océan, qui elle-même provient donc, comme je le disais, de la fonte des glaces, c'est-à-dire les glaciers de montagne et les calottes polaires. Il y a une petite contribution de la vapeur d'eau parce que le climat se réchauffe et il y a plus d'évaporation, en particulier sur l'océan, donc il y a un petit peu plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Alors ça contribue à faire baisser le niveau de la mer, mais c'est tout petit, on va dire que c'est quasiment négligeable. Et puis il y a la contribution des eaux continentales, et c'est de ça qu'on va parler plus précisément aujourd'hui. Alors, bon, juste là pour dire les sigles, ce sont des sigles en anglais. LI, ça veut dire Land Ice, LW, ça veut dire Land Waters. Donc, j'ai pas changé les sigles là. Alors, les eaux continentales, bon, vous avez eu plein d'exposés ce matin. Vous savez qu'elles sont contenues dans différents types de réservoirs à la surface des continents. Les lacs, comme on a parlé Jean-François Créteau, c'est dans les rivières aussi. Et puis aussi dans les nappes souterraines. Et donc, tout ça, ça contribue. En fait, ces eaux continentales, elles ne sont pas stockées de manière immuable, mais il y a un certain nombre de facteurs qui causent des variations dans le temps des stocks d'eau sur les continents. Alors, d'abord, il y a la variabilité climatique, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a les activités humaines. Par exemple, le pompage de l'eau dans les nappes profondes, dans les aquifères, en particulier pour l'irrigation des cultures, et puis dans certaines régions pour les besoins domestiques, mais surtout pour l'irrigation des cultures. Il y a la construction des barrages sur les rivières, et puis il y a l'urbanisation, la déforestation, les changements d'occupation des sols, et tout ça, ça contribue à modifier le cycle de l'eau continentale et donc une évolution au cours du temps de ces stocks d'eau. Alors en fait, il y a deux causes principales pour le niveau de la mer. Les deux causes majeures, c'est d'une part la variabilité climatique naturelle,
En particulier, ce qui est lié au phénomène El Niño et la Niña, Enzo, comme on dit classiquement. J'en parlerai un peu plus tard. Et puis, il y a les activités, parmi les activités humaines, il y a 2 facteurs majeurs qui vont compter pour le niveau de la mer. C'est d'une part la construction des barrages sur les fleuves. Alors, quand on construit un barrage sur les fleuves, ça veut dire que l'eau, elle est séquestrée derrière le barrage, au moins temporairement. Et ça cause une baisse du niveau de la mer parce que l'eau, au lieu de s'écouler dans le réseau hydrographique, eh bien, elle reste là. Donc, ça contribue à une baisse du niveau de la mer. Et puis, il y a un autre phénomène qui a une contribution de signe opposé, c'est le pompage de l'eau dans les aquifères. Et ça cause une hausse du niveau de la mer, parce que quand on pompe de l'eau qui était confinée dans un réservoir profond, une fois qu'elle est en surface, elle va s'évaporer, elle va retomber en pluie quelque part, et puis elle va s'écouler dans le réseau hydrographique, et in fine se retrouver dans la mer. Donc ces 2 phénomènes sont à peu près du même ordre de grandeur, mais de signes opposés. Alors juste pour illustrer le problème des barrages, ici vous avez une figure qui vous montre au cours du XXe siècle, ici on a 1900, ici pratiquement le présent. Donc ça montre le volume d'eau cumulé derrière l'ensemble des réservoirs de la planète depuis 1900. Donc ici c'est par région, différentes régions du monde. On a l'Afrique ici en vert, l'Asie, etc. L'Amérique du Nord en violet. Et la courbe en rouge ici, c'est la somme cumulée du volume d'eau séquestré derrière les barrages, tout réservoir confondu. Et on voit que ça a beaucoup augmenté dans la deuxième partie du XXe siècle. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça continue à augmenter, mais c'est en train de se stabiliser. Et ça, comme je l'ai dit, c'est une cause de la baisse du niveau des mers. L'autre phénomène, qui est le pompage de l'eau dans les aquifères. Donc on a une figure ici qui aussi représente ce qui s'est passé au cours du XXe siècle. Donc ça, c'est le pompage de l'eau dans les aquifères, qui est exprimé ici non pas en volume d'eau cumulé, mais en contribution directe au niveau de la mer, en millimètres par an. Donc on a le temps ici. Et en noir, on a ce qui est observé. Ici, on a des projections, je ne vais pas en parler. On voit que ça a augmenté, donc ça a contribué à la hausse du niveau des océans. Alors, de combien est-ce que ces variations des stocks d'eau sur les continents contribuent à la hausse du niveau des océans? Ici, on a une figure qui représente une estimation du bilan sur les, on va dire grossièrement sur 20 ans, un petit peu plus que 20 ans, à partir de 1993. La plupart des courbes que je vais montrer, elles démarrent en 1993, puisque c'est à partir de cette date-là qu'on a des mesures précises de la hausse du niveau des océans grâce aux satellites altimétriques. Donc ici, c'est exprimé en termes de tendance linéaire. On a la hausse observée, c'est en bleu. Bon, GMSL, c'est Global Mean Sea Level, niveau moyen global de la mer. Et les différentes contributions, l'expansion thermique des océans, la fonte des glaciers, la perte de masse du Groenland, perte de masse de glace du Groenland, de l'Antarctique. Quand on fait la somme de tout ça, on obtient la barre rouge ici, c'est la somme des contributions. On voit qu'on a une petite différence, un résidu qui est ici la barre verte, et là-dedans, il y a la contribution des eaux continentales. On voit que c'est positif, donc on a tendance à penser que les eaux continentales vont contribuer positivement à la hausse du niveau des océans, c'est-à-dire que les continents vont perdre de l'eau. Ça, c'est donc depuis le début des années 90. Et là, c'est sur la période à partir de 2005. Et en fait, c'est le même type d'explication. La hausse observée, les différentes contributions, leur somme avec la barre rouge et les résidus, on voit que c'est à peu près du même ordre de grandeur. C'est à peu près 10% de la hausse observée. Alors pourquoi on fait un focus sur cette période-là? C'est parce que depuis 2005, on a différents systèmes d'observation qui nous permettent d'estimer, de quantifier les contributions à la hausse du niveau des mers de façon beaucoup plus précise qu'auparavant. On a d'abord le système Argo, qui est un programme international de flotteurs automatiques qui permettent de mesurer, dont on voit la couverture ici en haut, ici, là, pardon, donc qui couvrent l'ensemble des océans. Ce sont des flotteurs automatiques qui vont mesurer la température et la salinité de l'océan jusqu'à 2000 mètres de profondeur avec une résolution temporelle d'à peu près 10 jours. Donc on a, grâce à Argo, une estimation précise de l'expansion thermique des océans.
Et puis, on a la gravimétrie spatiale GRACE, dont je vais parler un petit peu plus en détail dans un moment, qui a été évoquée ce matin par Jean-François Créteau dans son exposé, et qui nous permet de mesurer toutes les composantes de masse, c'est-à-dire la fonte des glaciers, des calottes polaires et des eaux continentales, à la hausse du niveau des océans. Et ici, à droite, on a la constellation des satellites altimétriques depuis le début des années 90, avec notamment les satellites franco-américains, Topex, Poséidon, Jason 2 et aujourd'hui Jason 3. Et d'autres satellites, en particulier de l'Agence spatiale européenne. Alors, ce qui compte pour le niveau de la mer, c'est le stock d'eau total intégré verticalement. Donc, vous avez déjà vu cette figure ce matin. Ce qui compte, c'est en fait le stock d'eau en 3 dimensions, c'est-à-dire intégré verticalement, et puis on a besoin d'une couverture globale sur l'ensemble du domaine continental. Alors ça, c'est un peu compliqué pour avoir ces informations. Alors en fait, ce stock d'eau total, bon, il est noté ici dans cette équation du bilan hydrique à l'échelle d'un bassin hydrographique, par exemple, c'est la variable W. Alors, W, on ne peut pas le mesurer directement à partir de réseaux in situ. On va le voir, on ne peut le mesurer que depuis l'espace, grâce à la gravimétrie spatiale. En revanche, ce qu'on pourrait faire, c'est résoudre l'équation de bilan hydrique et estimer la variation au cours du temps ou la dérivée temporelle de W en connaissant les précipitations, l'évapotranspiration et le ruissellement, et ceci à l'échelle de l'ensemble du domaine continental. Alors là, c'est pareil, à partir d'observations in situ, c'est impossible à l'échelle globale, c'est possible à l'échelle de certains bassins versants, mais pas à l'échelle globale. Bien qu'on ait vu ce matin dans un exposé que les précipitations, on les mesure pratiquement globalement avec les satellites, mais on n'a pas d'estimation précise globale de l'évapotranspiration, ni même de l'ensemble du ruissellement de toutes les rivières du monde. En revanche, on peut résoudre cette équation et déterminer W en étudiant l'équation de bilan hydrique grâce à des modèles hydrographiques. Je pense que plus tard dans l'après-midi, on aura peut-être un exposé là-dessus. Ce sont des modèles hydrologiques qui ont été développés soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle globale, qui estiment les échanges de masse d'eau, de masse et d'énergie à l'interface entre l'atmosphère et la surface. Et donc, en connaissant avec des forçages météorologiques basés sur des observations, le rayonnement, et qui calcule aussi les variations au cours du temps des stocks d'eau dans la partie superficielle des sols, dans la zone racinaire et dans les eaux souterraines, et qui estime aussi le ruissellement. Alors ça, c'est une méthode. Et l'autre méthode, c'est donc la gravimétrie spatiale qui, elle, va nous permettre de mesurer directement le stock d'eau total et ses variations temporelles. Enfin, c'est plutôt en mesurant que les variations temporelles du stock d'eau total. Alors, la mission GRACE, qu'est-ce que c'est? C'est une mission qui a été développée par les Américains et les Allemands, qui a été lancée en 2002, qui, en fait, mesure pas directement des variations de masse, mais mesure le champ de gravité de la Terre, les variations temporelles de la gravité. Et sur des échelles de temps, comme l'a dit Jean-François Créteau ce matin, sur des échelles de temps, on va dire de quelques mois à quelques années, en fait, ces variations de la gravité de la Terre, elles sont essentiellement dues à des redistributions de masse à la surface de la planète en lien avec le changement climatique ou la variabilité climatique. Bon, on mesure aussi d'autres choses, mais enfin, principalement, c'est ça. Cette mission, elle a une résolution temporelle de 1 mois et une résolution spatiale au sol de l'ordre de 300 km. Alors j'ai une petite animation ici qui vous montre comment ça se passe. En fait, bon, ici c'est pour l'exemple d'une montagne, mais ça pourrait très bien être un lac avec un excès d'eau ou une zone qui perd de l'eau. Donc le principe est exactement le même. En fait, GRACE, ce sont 2 satellites qui se suivent, qui volent en formation sur la même orbite, espacés d'à peu près 250 km chacun, et qui mesurent en permanence leur distance mutuelle avec une précision de l'ordre de quelques microns. Et c'est en mesurant ces variations au cours du temps de la distance mutuelle entre les 2 satellites qu'on en déduit ces redistributions de masse. Alors pourquoi ?
Bien, ici, on a le satellite avant, ça c'est le satellite arrière. Quand le satellite avant va survoler un excès de masse, ici une montagne, eh bien, il va accélérer, c'est le principe fondamental de la dynamique. Donc, mais l'autre, en revanche, il est loin derrière, il n'est pas sensible à cet excès de masse. Donc, lui, il va rester avec vitesse constante, lui, il va accélérer. Qu'est-ce qui va se passer? La distance va augmenter. Alors on continue, les deux satellites continuent à évoluer, et puis le deuxième satellite il survole à son tour l'anomalie de masse, donc il accélère, l'autre il est loin devant, bon, pas trop, c'est pas trop montré sur cette animation, mais enfin il est un peu plus loin devant, il est plus sensible à l'anomalie de masse. Donc lui, il reste à vitesse constante, lui, il accélère, la distance diminue, et quand en survolant l'ensemble de la planète comme ça, et en mesurant ces anomalies, ces différences de distance au cours du temps, on en déduit des anomalies, on est capable de cartographier des anomalies de masse à la surface de la Terre. Alors ça, c'est beaucoup utilisé pour justement mesurer la perte de masse de glace du Groenland et de l'Antarctique, responsable de conséquences du changement climatique. Et là, je vous montre une courbe sur une période de 20 ans, 1995-2015, qui montre que le Groenland a perdu beaucoup de glace au cours de ces 20 dernières années, de façon accélérée. L'échelle ici, c'est en milliards de tonnes. On voit qu'en 20 ans, le Groenland il a perdu 3000 milliards de tonnes. Et c'est une des causes de la hausse du niveau des océans. Mais avec GRACE, on mesure aussi, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, les variations des stocks d'eau sur les continents. Et voilà le genre de carte qu'on obtient, ici exprimé en termes de tendance. Bon, là, c'est entre 2002 et 2016, puisque GRACE, ça n'a commencé qu'en 2002. Elle a été lancée en 2002. Alors, on voit que c'est difficile à interpréter, c'est beaucoup plus difficile à interpréter, parce qu'on a des zones continentales qui ont perdu de l'eau. Alors, c'est les zones en rouge, plutôt en rouge. Hein. La couleur rouge, ça veut dire une diminution du stock d'eau sur les continents. Et puis d'autres qui ont gagné de l'eau pendant cette période-là. Et c'est en faisant la moyenne géographique de tout ça qu'on estime ce qui se passe pour le niveau de la mer. Alors, le problème, c'est que ici, vous avez non seulement les variations des stocks d'eau dans les réservoirs continentaux, mais aussi par exemple, la perte de masse des glaciers de montagne, ici c'est l'Alaska, ici c'est les Andes, là c'est l'Himalaya. C'est rouge, ça veut dire que les glaciers ont fondu et on perd de l'eau. Et GRACE voit tout ça, et à cause de sa résolution qui est quand même pas extraordinaire, j'ai dit 300 mètres à la surface de la planète, des fois il y a des problèmes d'interprétation entre ce qui est dû à la fonte d'un glacier et ce qui est dû à un bassin hydrographique. Alors ça nous pose des problèmes, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici, j'ai une table qui est un petit peu compliquée, mais qui résume un petit peu les contributions à la hausse du niveau des océans, les différentes contributions à la hausse des océans. Ici, c'est toute cette partie-là, c'est les activités humaines. Bon, c'est en anglais, je suis désolée, je n'ai pas trop eu le temps de le traduire. C'est les activités humaines. Alors, le pompage de l'eau dans les nappes profondes, les barrages sur les fleuves, et là, vous voyez, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près le même ordre de grandeur et de signes opposés, avec le pompage qui domine un petit peu. La déforestation, l'assèchement des zones humides, tout ça, ça contribue très peu. Au final, les activités humaines, c'est plutôt une contribution positive à la hausse du niveau des océans, c'est-à-dire qu'on perd de l'eau sur les continents à cause des activités humaines. Là, c'est des estimations basées sur les modèles hydrologiques que j'ai mentionnés tout à l'heure. Alors là, j'ai deux exemples de modèles. Un modèle allemand, WGHM, ça veut dire Water Gap Hydrological Model. C'est un modèle très sophistiqué qui tient compte à la fois de la variabilité naturelle des stocks d'eau sur les continents liés au climat, la variabilité naturelle climatique, et puis aussi des activités humaines. C'est un des meilleurs modèles dans le monde aujourd'hui. Et puis ça, c'est le modèle de Météo France, ISBATRIP, qui lui ne tient compte que de la variabilité climatique naturelle et pas des activités humaines. Mais si on ajoute les activités humaines basées sur ces estimations-là, on voit que à partir des modèles, on a aussi une contribution positive. En revanche, si vous regardez la dernière ligne, les estimations basées sur GRACE, qui correspondent à la figure que je vous ai montrée auparavant, si on moyenne globalement ce qui se passe sur les continents, on a une contribution négative.
Même ordre de grandeur, mais négatif. Donc on a un petit problème. Alors je voudrais, ça c'est basé sur des publications récentes. Je vais illustrer celle-ci, la rigueur et al. C'est un groupe de collègues américains qui ont publié dans Science en 2016 des analyses de données GRACE qui suggèrent une accumulation d'eau sur les continents et une baisse du niveau des océans. Et ils en ont déduit qu'on était en train d'entrer dans un nouveau régime hydrologique global et avec plus d'eau sur les continents, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces auteurs? Ils ont pris les données GRACE et ils ont moyenné sur l'ensemble du domaine continental. Et ensuite, ils ont retiré la contribution des glaciers telle qu'elle peut être donnée par les glaciologues, notamment à partir de mesures sur le terrain ou à partir d'autres mesures GRACE. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ce genre de courbe qui représente ici, c'est le stock d'eau sur les continents, ce n'est pas la contribution au niveau des mers, c'est le stock d'eau sur les continents avec un cycle saisonnier marqué. Et si on retire le cycle saisonnier, ben on obtient cette courbe-là. Et ce qui compte, que vous voyez ici, c'est que la pente, elle est positive. Et là, ça veut dire une pente positive, une tendance positive, ça veut dire plus d'eau sur les continents. Et c'est effectivement le résultat de leur étude. Et ça nous pose des problèmes parce que si je vous remontre cette figure que je vous ai montrée tout à l'heure, quand on fait un bilan à partir de tout ce qu'on est capable d'estimer de manière indépendante, l'expansion thermique à partir de Argo, les variations de masse de glace, la perte de masse de glace sur les continents par différentes méthodes, on obtient un résidu positif. Alors qu'à partir de GRACE, on voit que en fait, ça devrait être négatif s'il n'y avait que la contribution des eaux continentales. Si ces mesures de GRACE publiées là, par les groupes américains sont correctes, pour avoir un résidu positif, ça voudrait dire qu'on a oublié de prendre en compte une contribution énorme pour aboutir au final à un résidu positif. Et on ne voit pas du tout quelle contribution importante pourrait expliquer cet écart, parce qu'en fait, là, on a pratiquement toutes les sources causant les variations du niveau des mers. Alors, récemment, dans notre groupe à Toulouse, on a essayé de réestimer cette contribution des eaux continentales avec GRACE et aussi à partir des modèles. Mais cette fois-ci, au lieu de moyenner sur l'ensemble du domaine continental et en mélangeant un peu les signaux qui sont dus à la fonte des glaciers, qui est un signal très très fort parce que les glaciers fondent à une vitesse accélérée, et les signaux vraiment hydrologiques, eh bien, on a plutôt choisi d'estimer les variations des stocks d'eau pour tous les grands bassins du monde, en fait presque 400 bassins hydrographiques, comme vous le voyez ici. Et on aboutit à ce genre de courbe-là. Donc ici, on a le temps. Ça commence en 2003, ça va jusqu'à fin 2016. Et on a la variation du stock d'eau total sur l'ensemble des bassins par cette méthode, mais qui consiste à isoler les bassins les uns des autres. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors en rouge, c'est basé sur GRACE, et les courbes en pointillés, c'est basé sur ces deux modèles, le modèle allemand et le modèle français. On voit que le modèle allemand, il suit assez bien GRACE, parce que lui, il prend en compte à la fois ce que voit GRACE aussi, à la fois la variabilité climatique naturelle et les activités humaines, alors que le modèle de Météo France ne tient compte que de la variabilité climatique naturelle. Mais là, le message là que je voudrais vous faire passer, c'est pas ça, c'est pas seulement ça. C'est d'abord, la première chose, c'est qu'on voit qu'il y a une très très forte variabilité interannuelle, et que selon la période de temps qu'on va considérer, on peut dire, par exemple, si on considère uniquement ces premières années, là 2003-2011, on va dire, ça s'est exprimé en contribution au niveau de la mer, on va dire, les eaux continentales, ça crée une baisse du niveau de la mer. En revanche, si on prend l'autre période, on va dire que ça crée une hausse, et au final, c'est pratiquement zéro ou très légèrement positif. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder un peu quelles sont les régions du monde qui contribuent le plus. Ici, on a donc les différentes régions. L'échelle, c'est partout la même. Vous ne la voyez pas, mais enfin, c'est entre plus 3 mm et moins 3 mm en équivalent au niveau de la mer. Alors, on voit qu'il y a des régions, par exemple, l'Europe, ça crée une hausse du niveau de la mer. L'Asie aussi. L'Afrique, c'est plutôt une baisse. L'Amérique du Nord, la Sibérie, c'est quasiment plat.
Et par contre, ce qu'on voit, c'est la contribution dominante, c'est les bassins d'Amérique du Sud, l'Amazone, en particulier le bassin amazonien. Et pour le niveau de la mer, ben, c'est la somme de tout ça qui contribue. Alors, on a vu que ce modèle allemand, il est excellent et il suit très bien les données GRACE. Et donc, si on veut regarder ce qui se passe sur l'ensemble de la période pour lesquelles on a des données de hausse du niveau des océans depuis 1993, GRACE ne commence qu'en 2002, donc on prend le modèle. Et on a ici sur cette figure qui vous montre le bilan du niveau des océans, donc les observations altimétriques, la hausse du niveau des océans en noir, les différentes contributions qu'on estime indépendamment. La contribution des eaux continentales, c'est la courbe noire ici, avec beaucoup de variabilité interannuelle, comme vous pouvez le voir. On fait la somme de toutes les contributions, on a la courbe rouge et on voit qu'on explique bien cette hausse du niveau des océans. Et là, en l'occurrence, c'est bien une contribution positive que l'on observe, donc avec le modèle sur l'ensemble de la période altimétrique. Alors la question que vous vous posez peut-être, c'est à quoi ça sert, ces études de bilan? Alors la première, c'est d'abord de bien comprendre les processus en jeu. On voit que le niveau de la mer est en train d'accélérer, donc en faisant ces études de bilan, on peut attribuer à telle ou telle contribution cette accélération. Et en l'occurrence, là, ce qu'on observe, c'est que c'est la fonte du Groenland et de l'Antarctique qui crée cette accélération de la hausse de la mer. Ça permet aussi d'intercalibrer les différents systèmes d'observation. On a des systèmes totalement indépendants, les satellites altimétriques, on a Argo, on a GRACE, c'est complètement indépendant. S'il y a un système qui se met à dériver ou qui a des dérives instrumentales, eh bien, on ne fermera pas le bilan. Et en fait, le fait qu'on ferme le bilan, ça veut dire qu'il n'y a pas de gros problème instrumental. De manière plus intéressante, ça permet de déterminer éventuellement des composantes manquantes. On se pose la question aujourd'hui de savoir si la chaleur, le réchauffement anthropique, on sait aujourd'hui que c'est l'océan qui est le grand réservoir de chaleur, de cet excès de chaleur lié aux activités humaines, puisqu'il stocke 93% de cet excès de chaleur. Et on voudrait savoir si cette chaleur, elle s'est déjà propagée vers l'océan profond. Et donc, comme les données Argo, elles s'arrêtent à 2000 mètres, eh bien, si effectivement on trouvait une différence significative entre la hausse observée et la somme des contributions, on pourrait dire c'est l'océan profond qui contribue. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on en déduit que l'océan profond s'est pas encore beaucoup réchauffé. Bon, ça, je passe ça parce que c'est un petit peu compliqué et j'ai peut-être pas trop le temps, mais une autre motivation, et là c'est une des plus importantes, c'est de valider les modèles de climat qui sont développés par les climatologues pour simuler le futur. En effet, les modèles de climat, ils ne vont pas simuler directement la hausse du niveau des océans, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils simulent chacune des contributions, c'est-à-dire l'expansion thermique future, la fonte des glaces futures, etc. Et donc, ces études de bilan, elles permettent les modèles qui sont utilisés pour simuler le futur, ils doivent évidemment être capables de reproduire ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, sinon, ils ne sont pas robustes et on n'a pas confiance dans ce qui va se passer pour le futur. Et donc, c'est à ça que servent aussi les observations. Alors là, c'est juste pour illustrer ce qui pourrait se passer dans le futur. C'est donc des courbes, des projections de la hausse future de la mer en moyenne globale. Ici, le zéro, c'est 1980 à peu près. Aujourd'hui, on est là. Ça va jusqu'à 2300. Donc ça, la courbe violette, c'est dans le cas d'une aucune atténuation du changement climatique. On continue à émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'aujourd'hui. Donc là, on va vers plus 4 mètres peut-être en 2300. Et puis, je ne commande pas tout, mais les accords de Paris en 2015 qui suggèrent une stabilisation de la température moyenne de la Terre à 2 degrés, eh bien, en termes de niveau de la mer, ça correspond à la courbe bleue ici. Vous voyez que malgré une stabilisation de la température, eh bien, le niveau de la mer pourrait atteindre plus que 1 mètre en 2300. Et là, ce n'est pas par rapport au début de l'ère industrielle, mais c'est par rapport à pratiquement aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à une autre échelle de temps. Sur une autre échelle de temps, c'est la contribution des eaux continentales à la variabilité interannuelle de la mer.
Si vous vous souvenez la courbe que j'ai montrée au début, si on retire la tendance, plus exactement la tendance quadratique, eh bien on obtient la courbe rouge que vous voyez là, avec beaucoup de variabilité interannuelle. Et en fait, on a pu constater que cette variabilité interannuelle, elle est dominée par les événements El Niño et La Niña, par ENSO. On voit que pendant un phénomène El Niño, là, le grand El Niño de 97-98, on a une anomalie positive du niveau de la mer. De même, en 2015, vous vous souvenez, il y a eu un événement El Niño important en 2015, 2015-2016. Et puis une phase froide appelée La Niña en 2011, très importante, et ça crée une baisse du niveau de la mer. Alors pourquoi ? Alors ici c'est une petite illustration, petite illustration de ce qui se passe pendant El Niño ou pendant La Niña. Et ici, c'est l'anomalie de hauteur de mer qu'on observe pendant un maximum de El Niño. Et ici, l'anomalie de hauteur de mer négative, ici en l'occurrence, la positive, négative qu'on observe pendant un phénomène La Niña. Alors, il y a une part de ces anomalies qui sont dues au réchauffement ou au refroidissement du Pacifique tropical, mais pas que. Et pour le niveau de la mer, on a pu constater, parce qu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées, en particulier par nous à Toulouse, qui ont montré que, enfin ce qu'on savait déjà, ce qui a été montré et qui est connu depuis longtemps, c'est que pendant un phénomène El Niño, il pleut plus sur le Pacifique tropical et il pleut moins sur les bassins fluviaux dans les tropiques. Et on a le phénomène inverse pendant un phénomène La Niña. Et du coup, comme on a conservation de l'eau, du stock d'eau dans l'ensemble de la planète, eh bien, quand on a un El Niño, il y a moins d'eau sur les continents, plus d'eau dans la mer, et c'est ça qui est responsable de cette anomalie temporaire positive donc du niveau moyen global de la mer. Et on peut voir ici sur cette figure, pendant le El Niño de 97-98, que ce qui a contribué le plus à la hausse du niveau des océans, parce qu'il y avait un déficit d'eau, c'est le bassin de l'Amazone. Et inversement, pendant la grande La Niña de 2011, eh bien, où on a une baisse du niveau de la mer, c'est parce qu'il y a eu un excès d'eau, d'abord dû à des précipitations intenses, en particulier sur l'Australie. Donc, en fait, ce n'est pas des phénomènes thermiques qui sont responsables de cette variabilité interannuelle, mais des phénomènes de variation de masse d'eau, d'échange d'eau entre les continents et les océans. Et ici, vous avez une figure, donc là, c'est depuis 1993, qui est basé sur le modèle ISBA-TRIP, le modèle hydrologique global de Météo France, qui calcule le stock d'eau total exprimé ici en équivalent niveau de la mer pendant cette période, et donc reproduit de manière parfaite exactement ce qu'on observe à partir des données altimétriques une fois qu'on a retiré la tendance globale. Donc une anomalie positive pendant El Niño, une anomalie négative pendant La Niña. Voilà, et maintenant, pour les quelques minutes qui me restent, je vais parler de nouvelles questions scientifiques, de nouveaux défis pour nous. C'est la hausse de la mer dans les zones côtières. On va voir que là aussi, les eaux continentales ont un rôle qu'on n'explique pas encore très bien, mais potentiellement un rôle important. Alors, les zones côtières. Bon, mais évidemment, c'est des zones extrêmement importantes parce qu'il y a 10% de la population mondiale qui vit au bord de la mer, à moins de 10 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Ça correspond à un petit peu plus que 600 millions, ici c'est plutôt 700 millions, et puis ça va doubler dans les prochaines décennies. Et la plupart de ces populations, en fait, elles sont concentrées dans les grandes mégapoles, puis 11 des 15 plus grandes mégapoles de la planète sont situées au bord de la mer. Ce sont des zones qui sont soumises à plein de stress, d'abord liés à des phénomènes naturels, des tempêtes, le problème des vagues, des courants, des mouvements verticaux du sol liés à des phénomènes naturels, et puis les activités humaines qui viennent se superposer à ça.
en créant encore plus de stress. On a parlé des barrages sur les rivières et on a parlé de l'eau, mais ça a un autre impact sur les zones côtières parce que ça empêche les sédiments d'arriver au niveau de la côte et les plages sont des zones extrêmement dynamiques. Quand il y a moins de sédiments, elles deviennent instables. Et donc, le fait de construire des barrages sur les fleuves, c'est pas bon pour les côtes. Et puis, il y a l'urbanisation, il y a le dragage du sable pour construire dans un certain nombre de pays, pour construire des bâtiments, etc. Et puis, il y a aussi, là aussi, les mouvements, l'enfoncement du sol liés au pompage de l'eau. Quand j'ai parlé du pompage de l'eau dans les nappes, eh ben ça a pour effet de faire que le sol s'enfonce. Et par exemple, dans plein de mégapoles asiatiques, le sol s'est enfoncé de plusieurs mètres au cours des dernières décennies. Je crois Tokyo, c'est 4 mètres, Jakarta, c'est plus de 2 mètres, etc. Et donc tout ça, ça crée beaucoup de stress dans les zones côtières. En plus de ça, comme vous le savez, les zones côtières sont en érosion. 27% des plages sableuses à l'échelle de la planète. En Europe, 75% des littoraux sont en érosion. Et du coup, aujourd'hui, on ne sait pas trop quels sont les rôles respectifs des phénomènes naturels et des activités humaines dans le recul du trait de côte et l'érosion du littoral. Et surtout, pour en venir au niveau de la mer, aujourd'hui, on est incapable... Enfin, on commence, mais vous allez voir, on commence, mais jusqu'à très récemment, on était incapable de répondre à la question, est-ce que le niveau de la mer à la côte monte à la même vitesse qu'au large? Alors pourquoi on ne sait pas répondre à la question? Parce que l'altimétrie satellitaire a été développée, optimisée pour étudier l'océan du large. Et quand le satellite arrive au niveau de la côte, eh bien, le signal radar qui se réfléchit à la surface de la mer, il est perturbé par des réflexions des terres émergées. Et dans une bande d'à peu près 10-15 km, eh bien, il y a des mesures, mais on ne sait pas les interpréter facilement. Et jusqu'à présent, ces mesures existent, mais on les a laissées de côté. Alors, en fait, on pourrait se dire, à la côte, comme on mesure de façon très précise ce qui se passe en plein océan, alors c'est illustré sur cette figure que je n'ai pas encore montrée, qui vous montre la hausse du niveau des océans régionalement, c'est-à-dire que ce que vous savez peut-être, c'est que la mer, elle monte, mais elle ne monte pas à la même vitesse partout. Dans toutes ces zones en rouge ici, ça monte beaucoup plus vite que la moyenne, jusqu'à 3 fois plus vite. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que grâce à l'altimétrie, il suffirait d'extrapoler à la côte ce qu'on observe là en plein océan. Mais en fait, non, on ne peut pas faire ça, parce qu'on sait qu'à la côte, il y a d'autres phénomènes de petite échelle qui viennent se superposer à la hausse moyenne globale, dont j'ai dit les causes tout à l'heure, à la variabilité régionale dont je n'ai pas parlé, mais je n'ai pas le temps. Et puis à la côte, il y a par exemple des courants côtiers de petite échelle, des vagues qui deviennent de plus en plus intenses et qui vont faire que ça va contribuer à une hausse plus grande de la mer à la côte. Et puis ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les apports d'eau douce des rivières dans les estuaires. Alors récemment, il y a des efforts qui ont été développés, en particulier soutenus par l'Agence spatiale européenne, pour réinterpréter ces mesures qui, comme j'ai dit, dans les zones côtières, là, dans les 10 km à la côte, existent, mais sont un petit peu plus difficiles à interpréter par je ne rentre pas dans les détails, mais par des retraitements particuliers. Il est possible de récupérer ces données-là et d'estimer la hauteur de mer, et puis quand on a des longues séries temporelles, d'estimer les tendances. Et là, je vais vous montrer 3 exemples. Un exemple ici, donc ici c'est la Méditerranée, les traits noirs c'est les traces des satellites Jason 1 et Jason 2. Et la courbe en bas, ici, représente la hausse du niveau de la mer. Bon, ici, c'est une période de 15 ans, 2002-2016, bon, ça fait 15 ans, du large à la côte. Ici, c'est 15 km au large, et puis ici, on est à la côte. Alors, la courbe verte, là, c'est la tendance. On voit que jusqu'à 5 km de la côte, pour cette période-là, la hausse, elle était quasiment nulle. Et puis quand on s'approche de la côte, eh bien, ça commence à monter la vitesse augmente jusqu'à 10 mm par an, ce qui est assez énorme. Et ça, c'est un point qui est au sud de la Corse, près de Propriano. C'est juste un exemple, je pourrais vous en montrer beaucoup plus. Je vous en montre un autre, ici au large du Portugal. On se trouve ici.
Et là, on a à peu près le même phénomène. Là, on est au large, 15 km. Quand on arrive dans les 5 km, donc c'est à peu près constant. Là, c'est aussi autour de zéro. Et puis quand on arrive dans les 5 km vers la côte, eh bien, ça commence à monter beaucoup plus vite. Donc on a souvent ce genre de comportement, mais pas toujours. Et là, c'est un exemple justement pour en venir à l'influence des eaux continentales. On est dans le delta du Niger, ici. On a le delta du Niger. Ici, on a la trace satellite. Bon, les couleurs, ça correspond à l'élévation au niveau de la mer sur les 15 ans. Et puis, le même genre de courbe que ce que je vous ai montré dans les 2 diapositives précédentes. Ici, on est à 15 km au large. Ici, c'est la côte. Là, on voit que ce n'est pas zéro, mais sur cette période de 15 ans, c'est autour de 5 mm par an. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive vers la côte, ça descend. Et très probablement, parce que c'est un phénomène qu'on observe dans plusieurs deltas de fleuves ou d'estuaires de rivières, quand on arrive près d'un delta, eh bien, on voit que l'influence de la rivière, c'est une baisse. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'explication encore parce que ce sont des études toutes récentes et bien sûr, on va chercher à interpréter. Bon, il y a des apports d'eau douce qui viennent de la rivière. On s'attend à ce que l'eau douce étant plus légère que l'eau salée, à ce qu'on ait plutôt une vitesse plus importante. On voit exactement l'inverse. Alors peut-être que ça veut dire que le débit du fleuve a diminué au cours du temps et que là, dans cette zone d'influence, très près de la côte, eh bien, on a une baisse du niveau des mers. Enfin, on ne sait pas. Alors j'en arrive à la fin parce que je crois que mon temps est écoulé. Alors les conclusions, quelques conclusions. On voit que le stock d'eau total sur les continents présente qu'en moyenne sur l'ensemble du domaine continental, on a une très très forte variabilité interannuelle, que c'est dominé par le bassin amazonien quantitativement, en termes de stock d'eau, et donc d'influence sur le niveau de la mer. Dans les tropiques, la variabilité du stock d'eau, elle est pilotée, elle est due principalement au phénomène ENSO, El Niño et La Niña. Qu'il faut faire très attention quand on veut estimer la contribution du stock d'eau avec la gravimétrie spatiale GRACE, parce que vraiment ça dépend, comme il y a une très forte variabilité interannuelle, si on cherche une tendance, eh bien, ça va dépendre de la période d'étude. Donc il faut faire attention et pas faire comme on fait justement ces publications que j'ai mentionnées tout à l'heure, d'invoquer un nouveau régime hydrologique global, plus sec ou plus humide. Il faut vraiment faire attention à ça. Pour l'instant, je pense qu'on ne peut rien dire. Et simplement que sur cette période d'études, là, 2003-2016, on a plutôt une tendance positive. Et que enfin, les eaux continentales sont la source de la variabilité interannuelle, c'est la source principale de la variabilité interannuelle de la mer. Alors voilà, juste pour terminer, la mission SWOT, qui a été mentionnée par Jean-François Créteau ce matin, SWOT ne va pas nous permettre à nous de mesurer la contribution des eaux continentales à la hausse du niveau de la mer. Par contre, SWOT va être très importante pour mesurer la hausse du niveau des mers dans les zones côtières et puis éventuellement voir ce qui se passe au niveau des estuaires, des deltas des estuaires des rivières et des deltas des grands fleuves. Bon, je n'insiste pas, Jean-François a expliqué ce qu'allait faire cette mission. Et ça, c'est ma dernière diapositive, mais pour le niveau de la mer, ce dont on a besoin, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est le stock d'eau total en 3 dimensions. Et il n'y a que la gravimétrie spatiale, en dehors des modèles hydrologiques, qui peut nous donner ça. Alors, GRACE, la première mission GRACE lancée en 2002 s'est arrêtée en 2017. Il y a un GRACE Follow, une nouvelle mission qui a été lancée toujours par les Américains et les Allemands en 2018, mais pas avec des performances meilleures, toujours une résolution au sol de l'ordre de 300 km. Et pour étudier les eaux continentales, et en particulier les petits bassins fluviaux, ce n'est pas assez. Et donc, on voudrait vraiment que la communauté européenne se mobilise pour demander notamment à l'ESA de décider une mission de type GRACE, en particulier dans le cadre du programme Copernicus de l'Union européenne. Je crois que c'est vraiment très, très important. Voilà. Eh bien, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Merci.